Donc, première partie de l'élément subtil dans lequel évolue le cinéma d'Apichatpong. Apichatpong dit du cinéma qu'il est une forme de magie noire, qu'il est essentiellement instinctif. En effet, le cinéma d'Apichatpong nous plonge et opère dans ce que les mages ont pu appeler l'élément subtil. Il développe une manière tout à lui de faire apparaître et disparaître ce qui est, de subtiliser le réel, pour ainsi dire, par les moyens oniriques spécifiques au cinéma. Le cinéma d'Apichatpong induit une mise en suspension de toute chose. C'est un cinéma tout entier dévoué à faire éprouver le caractère transitoire et labile de la présence et du présent. On pourrait dire du cinéma d'Apichatpong qu'il répond merveilleusement à la question de Blanchot, comment découvrir l'obscur sans le découvrir. Tilda Swinton décrit avec acuité, de façon fort touchante, l'effet si particulier du mystère transparent et sans apparat qui traverse chacun de ses films, de l'initiation imaginale ou spirituelle à laquelle il invite. Donc, je vous cite, c'est une lettre que Tilda Swinton a écrite à un ami. Donc, elle dit « I wish I could show my children these films, although I know we won't for some years. I feel they would settle them, give them a divining rod for the future, when the light might trick them into thinking editing is the answer to a sense of real power in life. But I am patient. It's bigger children that need these archaeological remnants of sentient, cohesive possibilities, of post-choice harmony, these reminders of the natural order of gesture, of faith, of acceptance. The forest binds the soul and holds it safe and wild in his cinema. I am deeply besotted with that particular wilderness. » Vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de ne pas traduire sa prose extrêmement éloquente. Donc, cette citation ouvre de nombreuses pistes. Je me contenterai ici de relever comment Swinton lie gracieusement passé, présent et futur au sein d'un geste archéologique porté par la possibilité d'une harmonie qui résorbe, au moins partiellement, les excès de volontarisme auxquels les lumières modernes nous incitent. Là encore, il en va du seuil subtil et nécessairement élusif où se lient les vivants et les morts, ces entremondes par où les spectres viennent à l'existence. Peut-être le cinéma n'est-il jamais aussi fantastique que lorsque le fantôme, avant de prendre corps, se laisse pressentir, quand l'invisible est rendu à peine perceptible. Dans le cinéma d'Apichatpong, les spectres vont et viennent, sans drame et sans désir d'effrayer. Ils participent, comme le dit joliment Marianne Tomei, d'un fantastique subtil, celui qui, au mépris de toute manifestation surnaturelle, constitue le réel, l'ordinaire, le quotidien en apparition, en épiphanie, en fantôme, voire en cadavre sous le linceul. Si Apichatpong accorde une place primordiale à la nuit, tant des transformations et des métamorphoses, il prend d'ailleurs bien soin de nous rappeler que les fantômes n'apparaissent que dans certaines conditions, entre chien et loup. Les films d'Apichatpong se reconnaissent à leur caractère à la fois initiatique et fondamentalement adramatique, à leur manière donc de se contenter de faire tendrement tomber la nuit dans le jour et ainsi activer le seuil minimal et magique du cinéma. La deuxième section s'intitule « Le Dreamscape » d'Apichatpong. Oncle Boumi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, qui a été Palme d'Or à Cannes en 2010, fait partie d'un projet plus large intitulé « Primitif », qui comprend une installation éponyme, 2 courts-métrages, Lettre à Oncle Boumi et Fantôme de Nabois, ainsi qu'un livre d'artiste. Le projet porte sur les enjeux de l'extinction et de la mémoire et se déroule dans le nord-est de la Thaïlande, une zone qui a connu une forte répression anticommuniste. Des années 50 au début des années 80, des communistes en provenance du Vietnam et du Laos se sont répandus dans cette région. Dans les années 60, Nabois était de fait devenu une zone rouge et le gouvernement thaïlandais, appuyé par les Américains, a peu à peu intensifié la répression contre une population locale jugée trop sympathique envers les communistes. La répression fut brutale et plusieurs paysans ont dû fuir dans la jungle pour y échapper. Le film fait directement référence à ces troubles, alors qu'on entend Oncle Boumi dire que la maladie dont il souffre est le résultat de son mauvais karma, à savoir qu'il a tué trop de communistes. Le projet Primitif plonge aussi racine dans le souci d'Apichatpong concernant les récents troubles politiques que le pays a connus. Il a exprimé à plusieurs reprises sa vision plutôt pessimiste du futur de la Thaïlande et il s'est de plus en plus impliqué dans la lutte contre la censure cinématographique, malgré qu'il souligne souvent qu'il ne se considère pas plus politisé qu'il ne le faut et que le cinéma
d'abord et avant tout pour lui un problème d'expression personnelle. Ainsi donc, le projet primitif peut être envisagé comme une tentative poétique et cinématographique pour documenter et archiver la mémoire menacée d'un passé tourmenté et en voie de disparition progressive. Mais cette lecture tomberait court et ne permettrait pas d'appréhender comme il se doit ce qui est véritablement en jeu dans cette œuvre. En effet, Apichatpong a décidé de concentrer son attention sur la vie des adolescents vivant dans le village de Nabwa, plutôt que de recueillir la mémoire des personnes qui ont directement vécu les événements traumatiques. Donc, Apichatpong précise « Partout où nous allions, il y avait des histoires. Un hélicoptère abattu ici, un ami assassiné là, des décapitations ici. Graduellement, juste être sur place est devenu une épreuve intense pour moi. Peut-être trop intense, car je commençais à douter que j'étais à la bonne place. La présence des adolescents a rendu l'air plus respirable pour moi. Le projet primitif est rapidement devenu un portrait des descendants mâles des fermiers communistes. Étrangement, un des principaux éléments du projet consiste en un vaisseau spatial construit en collaboration avec les ados. Apichatpong, d'ailleurs, est depuis longtemps fasciné par la science-fiction. Le vaisseau incarne une dimension de futurité et de fantastique qui complique efficacement la relation plus convenue au passé que nous serions en droit d'attendre d'une œuvre qui s'intéresse à la mémoire supprimée. Comme le vent de jeunesse et de fraîcheur qu'il a tant apprécié chez les adolescents, le vaisseau spatial crée un appel d'air qui permet d'établir une relation plus libre à l'histoire. Il nous donne le temps et l'espace pour rêver de nouveau, to redream, le passé et s'interroger sur ce qui peut être appris pour créer un meilleur futur pour les générations à venir. Pour le dire de manière par trop succincte, c'est cette relation rêvée entre le passé, le présent et le futur, si essentielle au travail d'Apichatpong, quelque chose comme son dreamscape, donc, qu'il m'intéresse d'explorer plus avant. Du rêve comme force transductive et transformatrice, pour ainsi dire. La troisième section s'intitule « Le rêve comme extension de l'âme ». Plusieurs cinéastes ont décrit le rapport d'extrême proximité que le cinéma entretient avec la dimension onirique de l'existence. Pasolini, par exemple, réitère à divers moments de son parcours le pouvoir unique du cinéma de donner corps au rêve. Mais à ma connaissance, personne n'est allé aussi loin en ce sens qu'Apichatpong. On peut affirmer sans trop de risque qu'avec celle de Fantôme, c'est l'idée à partir de laquelle Apichatpong décrit le plus volontiers son entreprise cinématographique et autour de laquelle s'articule son rapport à l'histoire et aux dimensions enchevêtrées du temps. Discutant du projet primitif, il dira « The teenager provided me with the future of the place. When I went there, it was very much like a performance. You don't know what to do. You just go there and work with them to create dreams. In dreams, you can't take control. So it's like a collaborative dream making. » Notons l'importance du rêve en tant qu'espace élusif qui échappe au contrôle de la volonté et où s'opère effectivement le raccord des désirs et des existences de chacun. Rêver, alors, ce serait atteindre au point où la réalité cesse d'être un principe, le point où il devient possible d'entrer en résonance et de se laisser porter par des harmoniques encore inconnues. Mais qui se laisse prendre dans la libre trajectoire d'un rêve s'ouvre sans doute à de nouveaux possibles, mais il court aussi le risque d'une profonde remise en question, voire d'une déréalisation radicale. Peut-être est-ce contre cette possibilité que les Blancs se défendent, comme l'a suggéré l'anthropologue Eduardo Viveros de Castro, par l'entremise du chaman Ravi Koppenhauer, lorsqu'il a dit « Les Blancs dorment beaucoup, mais ne rêvent que d'eux-mêmes ». Peut-être juste mettre en contexte cette citation-là. Vivero de Castro l'a prononcée cet été dans un colloque sur les gestes spéculatifs à Cerisy, en critique à l'anthropocentrisme négatif du réalisme spéculatif. Donc, l'idée que les Blancs ne rêvent que d'eux-mêmes, c'était sa manière imagée de dire, de critiquer, disons, l'absolutisme de l'anthropocentrisme négatif du réalisme spéculatif. Donc, peut-être est-ce mieux ainsi, ne rêver que de soi-même, ou enfin, c'est peut-être une mesure de protection bienvenue, parce qu'à en croire Deleuze, le rêve est le lieu de terribles prédations. Mieux vaut rêver à soi-même que de ne pas rêver du tout, semble-t-il nous dire dans sa conférence « Qu'est-ce que la création ?», dans la mesure où, dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger, à savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Donc, nous voilà prévenus.
Dans le rêve, nous risquons de perdre prise, mais c'est à ce prix que s'ouvre la possibilité que passe en nous le rêve de l'autre. Dans Penser avec Whitehead, Isabelle Stengers évoque la possibilité littérale et pas du tout métaphorique de cet événement foncièrement anonyme où un rêve peut induire la modification d'un autre, non pas par engloutissement dans le rêve de l'autre, ni confusion à un banal rêve de pouvoir, mais comme mise en résonance locale désignant des passés composés d'accomplissements divergents et des futurs répondant à des épreuves distinctes. Je pense qu'il faut entendre de manière littérale et avec toute la considération technique qu'il se doit cette précieuse indication d'Apichatpong lorsqu'il dit Thus, cinema can be a phantom in this sense, because it's something that you really need to dream. Cinema is a vehicle we produce for ourselves and has part of us. It's like an extension of our soul that manifests itself. Donc, on a vraiment tous les termes travaillés plus tôt. Cette affirmation confirme l'impression générale qui se déprend des films d'Apichatpong, à savoir que chez lui, rêve et cinéma sont dans un rapport actif de mise en détermination réciproque. Donc, à partir de là, nous sommes désormais en mesure de problématiser plus finement le rapport entre le rêve et la tension qu'il entretient avec la positivité de l'histoire et son effet d'étouffement, comme Apichatpong en témoigne en lien avec son choix de travailler principalement avec les adolescents plutôt qu'avec les porteurs réels de la mémoire des sévices anticommunistes. Ce rapport chez Apichatpong est particulièrement complexe dans la mesure où il implique une réflexion sur le cinéma comme médium technique et une dimension aussi proprement spirituelle ou existentielle, où il en va effectivement de notre âme. Donc, on s'amuse au fantôme, au rêve. Âme, ici, je le définirais techniquement comme ce qu'on peut potentiellement perdre ou ce qu'on a peur de perdre. Donc, c'est une description purement négative, mais qui fait jouer, disons, ce qui nous fait éprouver une certaine idée de substance dans l'idée d'âme. Mais donc une description pragmatique où il en va simplement de la possibilité de perdre son âme. Je ne serai en mesure, faute de temps, de développer l'aspect technique du médium filmique au cœur de la réflexion d'Apichatpong. Trop rapidement, je me contenterai de souligner qu'elle met en cause, d'une manière étonnante, la conception deleuzienne selon laquelle le cerveau, c'est l'écran. Apichatpong aime en effet à raconter cette anecdote. A monk recently told me that meditation was like filmmaking. He said, when one meditates, one doesn't need film, as if film was an excess. In a way, he is right. Our brain is the best camera and projector. If only we can find a way to operate it properly. Ça, j'imagine, ça serait une manière d'entrer dans la discussion en rapport à l'en-soi qui est venue plus tôt. Il y aurait toute une... Ça, c'est une discussion que je ne peux pas avoir ici, mais il y aurait tout un développement à opérer au niveau de ce qu'on implique, de ce que le mouvement de retour, comme là, par exemple, dans ce cas-ci, l'idée de revenir à un point où il n'y avait pas de cinéma, puis qu'est-ce que ça implique dans notre rapport au réel, dans notre rapport au passé. Donc, il y a dans cette idée de retour un procédé technique de fabrication d'âme, je dirais. Donc, une âme se définirait aussi par le fait qu'elle fait retour. Puis que c'est dans cette manière de faire retour que se poserait le problème d'un accès à un en-soi sur un plan, disons, spirituel. Donc, quatrième et dernière partie, du geste archéologique comme manière de problématiser le présent. Dans la citation de Tilda Swinton, lue au début de la présentation, il était fait état d'un geste archéologique porteur de nouvelles possibilités d'existence. J'aimerais à présent, et fort brièvement, reprendre cette question à partir d'un des tout premiers textes publiés par Michel Foucault, Le rêve et l'existence, qui porte sur l'œuvre du psychiatre phénoménologue Ludwig Binswanger, que Giorgio Agamben a revisité à l'occasion de sa réflexion sur le geste archéologique dans son livre Signatura Rerum. Le texte de Foucault, qui date de 1954, est dense et complexe. Il porte sur les rapports de l'anthropologie à l'image et à la signification et propose déjà un dépassement critique de la phénoménologie qui laisse entrevoir le développement subséquent de son œuvre.
Un passage de ce texte est déterminant pour notre interprétation de la question du rêve chez Apichatpong et la tension créatrice qu'il instaure avec l'élément positif de l'histoire. Donc, c'est une assez longue citation, mais j'ose croire que vous allez voir à quel point elle est cruciale, qu'elle tombe à pic par rapport au problème de la tension entre rêve et histoire. Donc, toute imagination, pour être authentique, dit Foucault, doit réapprendre à rêver. Et l'art poétique n'a de sens que s'il enseigne à rompre la fascination des images pour rouvrir à l'imagination son libre chemin vers le rêve qui lui offre, comme vérité absolue, son irréfragable noyau de nuit. Irréfragable noyau de nuit, c'est un extrait qui vient de René Char, qui est le poète préféré de Foucault. Puis c'est une expression qui revient souvent tant chez Foucault que dans l'interprétation qu'Agamben propose du travail de Foucault. Donc un irréfragable noyau de nuit. Purifiée au feu du rêve, l'image n'est plus l'image de quelque chose, tout entière projetée vers une absence qu'elle remplace. Elle est recueillie en soi-même et se donne comme la plénitude d'une présence. Elle ne désigne plus quelque chose, elle s'adresse à quelqu'un. Donc encore là, on aurait une possibilité d'entrer dans la discussion en rapport à la question de médiation, immédiation, puis qu'est-ce qui joue dans la question de la représentation, puis de l'immédiateté du rêve, en disant que le rêve ici joue le rôle d'un accès immédiat à un réel en devenir. Non que le rêve soit la vérité de l'histoire, mais en faisant surgir ce qui, dans l'existence, est le plus irréductible à l'histoire, il montre le mieux le sens qu'elle peut prendre. Donc le rêve participe ainsi essentiellement de l'émergence d'une liberté pour la fin d'un monde. Par lui, le présent devient l'occasion d'un accomplissement. C'est un accomplissement de cet ordre qu'envisage le geste archéologique. Avant d'aller plus loin dans la description de qu'est-ce que consiste un geste archéologique pour Agamben, il nous faut raconter rapidement une scène en tout point cruciale de Oncle Boumi. Donc, au moment de sa mort, Oncle Boumi se retire avec sa famille dans une grotte et est pris d'un rêve, d'une vision. Il s'agit d'un monde futur dans lequel une autorité a le pouvoir de faire disparaître les gens du passé en les éclairant. Cette vision est racontée sur fond d'images immobiles, une série de photographies troublantes et esthétisées qui interpellent le cours du film. Boumi explique en voix off que, je cite, « La lumière projette des images d'eux sur un écran à partir du passé jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le futur. Une fois que ces images apparaissent, ces gens du passé disparaissent. » Donc, comment faut-il comprendre cette allégorie plutôt mystérieuse d'une disparition par les moyens mêmes de la projection photographique et cinématographique? Donc, vous voyez que le rapport est quasiment inversé par rapport à la perspective qu'on a normalement, où, comme avec Bazin par exemple, la photo ou le film conserve un fragment du passé. Ici, le film, dans sa projection, détruit le passé. Apichatpong nous fournit un indice important lorsqu'il souligne que cette séquence du film se déploie dans la perspective d'un futur du passé, c'est-à-dire au futur antérieur. On y pressent là encore la convergence de sa réflexion sur le médium cinématographique et son incidence sur notre manière de nous rapporter à l'histoire. Ici, ça devient extrêmement difficile de dire de ce dont, qu'est-ce qui est en jeu. Hein? Mais rappelez-vous cette image d'un moine qui dit « Si nous arrivions à faire fonctionner notre cerveau correctement, nous n'aurions pas besoin du cinéma. » Donc, qu'est-ce qui est en jeu dans ce retour du cerveau sur lui-même ou du cerveau qui passe par la possibilité du cinéma pour finalement s'en déprendre? Qu'est-ce qui joue encore dans le rêve pour dégager un espace existentiel qui nous déprend de la positivité de l'histoire? Hein, c'est de cette énigme-là dont il s'agit dans le cinéma d'Apichatpong. Donc, je vous cite Apichatpong qui dit « Pour moi, donc cette séquence cruciale du film, c'est l'endroit où Oncle Boumi et moi, nous nous confondons, parce que ce qu'il raconte, c'est mon propre rêve. Ça parle du futur, mais en même temps, il y a de fortes connotations avec le présent. En faisant se retirer dans le ventre de la grotte, j'ai voulu ramener le film à ses origines, avant que l'image ne se meuve,
avant qu'elle ne devienne une image en mouvement. Il y a une référence au futur, comme dans la jetée de Chris Marker, mais c'est un futur du passé. C'est la représentation du futur, mais depuis la perspective du passé. Je suis très intéressé par ce genre de changement de perspective temporelle. Donc, la problématisation du présent en passant par le futur du passé correspond exactement à ce que Giorgio Agamben appelle un geste archéologique. Le geste archéologique ne consiste pas dans le dévoilement de vérités factuelles du passé qu'il faudrait porter à l'attention. Il ne s'agit pas de déterrer des souvenirs enfouis ou enterrés afin de les exposer à la lumière du présent. Apichatpong ne sait que trop bien comment ce processus d'illumination ou de simple élucidation est inefficace, voire destructeur. Le geste archéologique n'aspire pas simplement à restaurer un moment du passé, parce que l'arché qui est visé dans archéologie ne s'identifie jamais tout à fait avec un moment déterminé dans un passé chronologique. L'arché en question ne consiste pas dans un donné ou dans une substance, mais dans une tension qui traverse l'élément de l'histoire. C'est en ce sens que pour Agamben, le geste archéologique, tel qu'il le définit dans Signatura Rerum, représente la seule voie d'accès au présent. Donc je le cite, « L'archéologie reprend à rebrousse-poil le cours de l'histoire vers le point où, selon la temporalité du futur antérieur, l'histoire, individuelle et collective, devient pour la première fois accessible. » Cette définition du geste archéologique semble correspondre à l'approche mystérieuse et contournée d'Apichatpong en regard de la violente répression de la mémoire historique du nord-est thaïlandais. Car une question traverse l'ensemble du projet primitif: comment être contemporain des villageois de Nabwa et de leurs nombreux fantômes? Puis le titre même du projet, Primitif, indique lui aussi le mouvement de retour, ou le mystérieux mouvement de retour dont il s'agit ici. La coprésence à son propre présent ne va littéralement pas de soi. Dans le « littéralement pas de soi », il faut entendre la critique de Eduardo Vivero de Castro à l'excès spéculatif du réalisme spéculatif, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, la coprésence implique un passage par autrui, ou disons que c'est dans le mouvement qui implique un multiple que peut s'opérer une coprésence. Elle est rare, donc, la coprésence à son propre présent. Elle est rare et difficile, nous dit Agamben, parce qu'elle implique un rapport actif avec une part de non-vécu qui insiste à même le présent. Et c'est ainsi que la sensibilité poétique et la manière de faire percoler l'élusif, propre à Apichatpong, et sa conception si vive du rêve deviennent incontournables. Pour le dire d'une autre manière, tout est dans la manière, tout est dans le geste. Tout est dans le geste de retour. Le mouvement du rêve qui insiste au cœur du geste archéologique ne s'épuise pas dans la restauration d'une scène traumatique originelle. Il va bien au-delà, reprenant pour son compte les premiers mouvements de liberté jusqu'à venir coïncider avec la trajectoire de l'existence elle-même. Suivre une telle trajectoire comporte le risque d'une radicale déréalisation, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Cette déréalisation ou décréation, comme dirait Agamben, est quelque chose dont nous faisons tous l'expérience à un degré ou à un autre face au cinéma d'Apichatpong ou face au cinéma de Bellatar, comme tu as montré plus tôt. C'est des cinémas très puissants qui produisent un effet de déréalisation assez intense. Ainsi donc, si Derrida a pu un jour dire que nous devons apprendre à vivre avec les fantômes si nous voulons apprendre à vivre enfin, c'est dans l'exergue de Spectre de Marx. Donc, apprendre à vivre avec les fantômes, si nous voulons apprendre à vivre enfin. Il y a vraiment une idée incarnée du multiple qui s'exprime dans cette idée du vivre avec les fantômes. Nous pourrions dire, avec Apichatpong, avec sa manière unique et poétique de nous amener jusqu'au cœur de la jungle thaïlandaise et de ses souvenirs de guerre, que nous devons apprendre à vivre avec les fantômes, que nous apprenons à vivre avec les fantômes dans la mesure où nous apprenons à les rêver. Une partie du mystère transparent et onirique du cinéma d'Apichatpong réside dans ce libre mouvement du rêve et la relation particulière au futur du passé qu'il entretient, que le rêve se fasse à bord d'un vaisseau spatial ou non. Merci.